Bonjour, vous écoutez le balado C'est le temps de parler. Ce balado, destiné aux personnes aidantes naturelles de l'Ontario, vous offre des conseils, des ressources et une validation émotionnelle. Si vous vivez des hauts et des bas dans votre rôle d'aidance naturelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Sarah Calvin, je suis gestionnaire du programme d'engagement régional à l'organisme de soutien aux aidantes naturelles de l'Ontario, ou l'OSANO. Et votre animatrice pour cet épisode, c'est le temps de parler. Mon invitée aujourd'hui est Anne-Sophie Ruet-Paquette. Anne-Sophie est responsable du programme jeunesse à Franco-Queer et professeure à temps partiel à l'Université d'Ottawa. Dans ces deux rôles, elle fait la promotion des intérêts de la communauté 2S LGBTQIA+. Anne-Sophie a également été aidante naturelle pour son père, un sujet que nous avons exploré dans un autre épisode du balado. Dans notre épisode d'aujourd'hui, Anne-Sophie nous aide à comprendre ce que signifie être une personne aidante alliée et à comprendre certaines des thèmes que les personnes aidantes peuvent rencontrer lorsqu'elles soutiennent une personne ayant une identité queer. Anne-Sophie, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être là. Donc, pour débuter, pourriez-vous nous parler un peu de vous-même et de votre rôle à Franco-Queer? Si je vais pas m'éterniser sur moi-même en tant que personne, mais je dirais simplement que j'ai été proche aidante pour mon père, surtout dans sa dernière année de vie. J'ai une compréhension de ce que ça peut impliquer, ce rôle-là. Et j'exerce le rôle de responsable du programme jeunesse chez Franco-Queer depuis, l'automne 2022. Hem, le Franco-Queer, dans le fond, c'est l'unique association provinciale pour les francophones de LGBTQIA+, et leurs alliés en Ontario. En fait, le programme, central veille à assurer l'inclusion, l'intégration, réussie de personnes de LGBTQIA+, nouvellement arrivées à Toronto. Et là, bon, il y a d'autres programmes qui se développent, y compris le programme, jeunesse dont je suis responsable. Et puis, vous avez mentionné que vous avez été aidante naturelle pendant plusieurs années. Et j'aimerais savoir quel enseignement tiré de votre expérience pourrait aider les autres personnes aidantes à offrir un soutien en tant qu'allié pour une personne de la communauté de LGBTQIA+. Bon, déjà, j'étais proche aidante auprès de mon père et je fais moi-même partie de la communauté de LGBTQIA+. Donc, je n'ai pas vécu une expérience d'allié, mais bien une expérience de de consoeur, si on peut le dire ainsi. Hem Mais j'ai quand même une perspective, professionnelle sur la question, donc c'est plus à partir de c'est plus cette partie-là de ma personne qui va répondre, là. Hem, A priori, là, je veux mettre de l'avant le fait que comme toute personne aînée, les personnes aînées de LGBTQIA+ sont des témoins de l'histoire. Et en ce qui concerne cette population-là spécifiquement, des témoins de l'histoire du mouvement de libération des communautés de LGBTQIA+. Hem, Ce sont des personnes qui ont des histoires à raconter et desquelles on peut apprendre, non seulement sur l'évolution de la société, sur l'évolution des mœurs, mais, en tant que personne. Mais l'idée principale, là, sachant que ce sont des témoins de l'histoire, c'est de au-delà de la prochaine danse, tu sais, de s'asseoir et d'écouter. Ça fait partie aussi de la prochaine danse, en fait, je pense. C'est valorisant pour la personne de se sentir entendue, hem et de surtout pour une personne qui a vécu une vie, hem parsemé de défis, ce qui est souvent le cas des aînés de LGBTQIA+ d'aujourd'hui, étant donné la situation socioculturelle, tu sais, des années 50, 60, 70, là, en ce qui concerne la diversité affective, sexuelle et de genre. Et puis j'ajouterais aussi de trouver des occasions pour que la personne se sente utile. C'est pas spécifique aux aînés de LGBTQIA+, mais mon père souffrait d'un sentiment d'inutilité
Sa retraite lui a été imposée par son équipe médicale. Ce n'était pas un choix. Et par conséquent, la perte de salaire et de ce fait, les limitations dans ses possibilités de divertissement, par exemple. Tout ça, ça a fait que il a perdu son sens d'identité. Tu sais, qui suis-je maintenant? Qu'est-ce que j'ai à contribuer? Et si j'ai rien à contribuer, ben, à quoi ça sert d'être là? Donc, et puis moi, ben, étant donné qu'on travaillait dans le même domaine, étant donné son parcours en tant que personne, en tant qu'homme gay, venant d'un petit village franco-ontarien, moi, je l'invitais à témoigner dans les cours universitaires que je donnais. Puis, j'oublierai jamais, après un de ces témoignages, je lui ai demandé, puis, tu sais, comment tu as trouvé ça? Et puis, il m'a dit, ben, c'est peut-être, finalement, peut-être que je suis encore utile. Ça m'a tellement, ben, ça m'a fait plaisir, mais ça m'a brisé le cœur en même temps parce que ça voulait dire qu'il se sentait inutile. Donc, puis je pense que en tant que passeur culturel de la culture de SLGBTQIA+, comme si on donnait aux aînés de SLGBTQIA+, un rôle de passeur culturel et de livre humain pouvant témoigner de l'histoire et de leur propre parcours et rappeler à la jeunesse d'aujourd'hui les luttes qui ont été menées afin de mobiliser et de motiver cette jeunesse à poursuivre les luttes qui sont en cours. Je pense que ce serait une ressource pour nous. Je pense que ces personnes-là sont des ressources pour nos communautés. Et je pense aussi que ça leur ferait du bien. Nous allons explorer des stratégies plus pratiques un peu plus tard dans la conversation. Mais pour commencer, quelle approche recommanderiez-vous aux personnes aidantes lorsqu'elles apportent un soutien à une personne de la communauté de LGBTQIA+. Bon, ben, dans un premier temps, l'introspection et l'humilité sont de mise. Si on constate, si on sait que l'on éprouve des résistances envers la diversité affective, sexuelle et de genre, si on adhère à des croyances ou à des idéologies préjudiciables envers les personnes de SLGBTQIA+, c'est-à-dire pouvant porter atteinte à leur dignité, à leur intégrité, à leurs droits, il vaut mieux ne pas exercer un rôle de proche aidance auprès d'une personne de SLGBTQIA+. Reconnaître que si j'exerce ce rôle-là, je vais faire plus de tort que de bien à cette personne qui est déjà vulnérable. Donc, je vais la rediriger vers une personne qui peut lui apporter le soutien dont elle a besoin dans le respect de sa dignité et de ses droits. Première des choses. La prochaine étape à ça, c'est l'approche anti-oppressive. Donc, c'est d'exercer de façon constante un exercice de réflexion sur ses croyances, sur les systèmes d'oppression et de privilèges qui font que certains groupes sociaux ont accès à des privilèges sociaux, tandis que d'autres groupes sociaux vont rencontrer davantage d'obstacles. S'engager à démanteler ces systèmes d'oppression-là, intervenir quand on est témoin d'un incident homophobe, biphobe, transphobe. Adopter une approche anti-oppressive, c'est être une personne alliée. Être une personne bienveillante et ouverte d'esprit, c'est être une bonne personne, une personne gentille. C'est fantastique, on en a besoin. Être une personne alliée, c'est comme une coche au-dessus. Il y a une militance, il y a un engagement politique envers l'équité et l'inclusion. J'ajouterais aussi la sensibilité interculturelle, pas juste au sens ethno-culturel du terme, mais les communautés de SLGBTQIA+,
ont eu à développer leur propre culture au fil du mouvement de libération. On a un humour particulier, on a un rapport au vieillissement particulier, un rapport aux relations, à la sexualité qui peut être différent. Donc, les référents culturels, les modèles accessibles, la littérature, les figures publiques, il y a une culture. Et l'humour, je m'arrête sur l'humour parce que mon père avait un humour particulièrement campy, qu'on appelle. Campy, comme un peu dans la caricature, dans des fois jouer dans les stéréotypes, le flirt, dans le flirt. Et une personne qui n'est pas sensibilisée à la culture de SLGBTQIA+, peut ne pas savoir comment accueillir cet humour-là. Mais c'est un humour qui est à l'image de l'histoire de nos communautés. Donc, apprendre à accueillir et à comprendre cet humour-là, ça fait partie d'une approche interculturelle quand une personne alliée apporte un soutien ou intervient auprès d'une personne de SLGBTQIA+. Puis c'est de jouer dans cet humour-là, bon, dans le respect de ses propres limites aussi, bien sûr. Mais tu sais, il y en avait, mon père a côtoyé des infirmiers hétéros qui jouaient avec lui dans cet humour-là, et ça lui apportait tellement de joie, ça le faisait sourire, ça le faisait rire. Tu sais, il y avait des petits crushs, puis ça fait du bien, ça donne de l'énergie. Puis tu sais, il n'était pas déplacé, il n'était pas inapproprié, il faisait pas d'attouchement, tu sais, comme, je veux dire, il y a des limites, là. Mais il y a certaines personnes qui lui ont permis de vivre cet humour-là et ce flirt-là, et ça lui a fait du bien. Mais j'insiste sur le fait que la première cible d'intervention, c'est soi-même. L'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario a pour mission d'équiper les personnes aidantes naturelles de ressources dont elles ont besoin pour s'assurer qu'elles ne sont pas seules dans ce parcours. Nous fournissons des cours en ligne aux personnes aidantes naturelles, aux prestataires de soins de santé, aux bénévoles et aux employeurs. En suivant nos cours en ligne, vous pouvez apprendre à votre façon et à votre vitesse. Si l'aidance naturelle est nouveau pour vous, vous pouvez suivre le cours Aidant naturel 101 pour vous aider à commencer. Pour en savoir plus, consultez learning.ontariocaregiver.ca. Revenons maintenant à notre épisode. Alors, dans cette prochaine partie de la conversation, nous allons explorer quelques thèmes courants que les personnes aidantes peuvent rencontrer lorsqu'elles soutiennent une personne ayant une identité queer. Nous allons également examiner les stratégies que les personnes aidantes peuvent utiliser pour soutenir leurs proches, non seulement en ce qui concerne leur santé physique, mais aussi leur bien-être identitaire. Alors, pour amorcer notre discussion, abordons le thème du coming out à l'âge adulte. Quels sont les éléments essentiels que les personnes aidantes doivent savoir à ce sujet? Dans un premier temps, je propose de parler du processus de coming out en général, ou le dévoilement d'une identité de SLGBTQIA+. Dans le fond, ça se fait, il y a généralement une étape préalable au dévoilement, donc une étape de questionnement sur les attirances, sur son identité, sur les étiquettes que l'on veut utiliser et sur les risques potentiels d'un dévoilement auprès de l'entourage. Donc, une période de questionnement où les personnes sont particulièrement vulnérables parce qu'on existe dans une société d'étiquetage. Donc, quand tu ne sais pas toi-même comment t'étiqueter, bon, tu es à risque d'être étiqueté par les autres, mais c'est aussi très insécurisant de ne pas savoir comment de pas savoir comment s'identifier ou se positionner dans un monde où on demande à tout le monde de le faire. Ensuite, il y a le début d'un processus d'acceptation vis-à-vis de soi-même. On a peut-être à ce moment-là
trouver des mots pour définir ou expliquer ses attirances ou ses identités. On peut ensuite choisir d'en parler avec une personne de confiance. On en parle graduellement avec des proches. Et on peut en arriver à dévoiler son identité au grand jour, en toutes circonstances, dans toutes les sphères de sa vie. Je tiens à préciser que ce processus-là n'est pas nécessairement linéaire et le fait sorti du placard dans toutes les sphères de sa vie, ce n'est pas la réalisation ultime d'un processus de coming out. Il y a des personnes pour lesquelles c'est pas une possibilité pour des raisons de sécurité, pour des raisons culturelles. Donc, chaque personne vit son coming out à sa façon. Donc, j'ai nommé des étapes possibles, mais ce ne sont pas des étapes obligatoires. Et on tend à parler du coming out au singulier, alors que ce sont des coming out. Dès que l'on rencontre une nouvelle personne, il y a une réflexion à avoir, à savoir, est-ce que je suis en sécurité avec cette personne-là si je lui dévoile mon orientation affective et ou sexuelle ou si je lui dévoile mon identité de genre. Donc, ça, c'est le processus de coming out dans son ensemble. Il se peut que des personnes proches aidantes se trouvent un peu malgré elles à accompagner ou soutenir une personne, quel que soit son âge, qui se questionne et qui entreprend un processus de dévoilement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en parle de façon générale. Maintenant, ce qui concerne les aînés en particulier, il y a différents groupes. Donc, il y a des personnes qui ont dévoilé leur orientation affective et ou sexuelle ou leur identité de genre dans le passé. Et là, de fil en aiguille, le réseau social, les membres du réseau social vont décéder, par exemple. Le plus on vieillit, le plus on perd les gens autour de soi. Il y a aussi le phénomène des centres d'hébergement de longue durée pour les personnes vieillissantes ou les personnes handicapées ou en situation de handicap. Et dans ces milieux-là, surtout les milieux pour les aînés, et là, je parle des aînés d'aujourd'hui. Donc, dans 30 ans, 50 ans, 75 ans, les enjeux pourraient changer. Mais les aînés d'aujourd'hui, je l'ai expliqué plus tôt, ont connu une époque où l'ostracisme à l'égard des personnes de SLGBTQIA+, était encore plus normalisé. Donc, il se peut que les aînés de SLGBTQIA+, craignent la discrimination ou les préjugés ou la violence de leur père dans ces milieux-là. Donc, il y a un coming in, un retour dans le placard chez plusieurs personnes qui se retrouvent dans des milieux où elles ne savent pas si elles sont en sécurité ou elles constatent que c'est pas un environnement sécuritaire pour moi en tant que personne de SLGBTQIA+. Donc, je vais mettre cette partie-là de mon identité dans un tiroir afin de garantir une pleine inclusion dans le milieu et afin de garantir ma sécurité. Donc, il y a cet enjeu-là. Et chez les personnes en perte de mémoire, il peut y avoir un oubli de l'identité, un oubli des étiquettes identitaires, un oubli des enjeux entourant le dévoilement. Donc, il peut y avoir des prises de conscience soudaines de « Oh mon Dieu, je pense que je suis gay » et que la personne le dise de vive voix sans considérer si elle est en sécurité. Donc, on peut parler de dévoilement accidentel ou une crainte chez les personnes qui anticipent une perte de mémoire, c'est est-ce que je vais oublier qui je suis? Et si j'oublie qui je suis, qui va revendiquer pour moi le respect de ma dignité en tant que personne de SLGBTQIA+. Donc, grosso modo, là, ce sont les enjeux entourant le coming out chez les personnes aînées de SLGBTQIA+. Et puis, disons que la personne aidante veut être un allié dans ce processus. Qu'est-ce que les personnes aidantes peuvent faire pour accompagner leurs proches dans ces situations comme ça? L'écoute active,
Donc, écouter, si la personne est en souffrance, prendre le temps de l'écouter, trouver des ressources d'accompagnement, peut-être une TS ou un TS ou une psychothérapeute, un psychothérapeute qui a la capacité d'accompagner une personne de SLGBTQIA+. Le fait d'être renseigné, d'être soi-même informé, c'est déjà beaucoup. On peut, nous, rassurer la personne en lui disant que, par exemple, en ce qui concerne la crainte d'une perte de mémoire, rassurer la personne, moi, je vais m'en souvenir et moi, je vais m'assurer qu'on continue à t'offrir des soins et des services affirmatifs de ton identité. Il y a aussi, ah oui, j'ai oublié de parler des personnes aînées qui font leur coming out alors qu'elles sont avancées dans l'âge. Là, c'est comme une nouvelle puberté, une nouvelle adolescence, parce que c'est rencontrer sa personne authentique alors qu'on a 60, 65 ans, 70 ans, et ces gens-là tendent à vivre la même euphorie que l'on peut vivre quand on est une personne adolescente qui vit ses premières relations amoureuses, par exemple. Et donc, plutôt que de préparer leur fin de vie, ces personnes-là peuvent adopter des comportements à risque, par exemple. Donc là, avoir des relations sexuelles, par exemple, sans comprendre où on en est rendu là, en ce qui concerne la protection contre les ITSS, les infections transmises sexuellement ou par le sang. Donc, le plus on est informé, le plus on peut percevoir quels sont les enjeux d'actualité chez cette personne-là. Est-ce que c'est une personne qui a fait son coming out? Est-ce que c'est une personne en processus de coming out? Est-ce que c'est une personne qui a peur et qui envisage le coming in? Est-ce que moi, je suis proche aidante, mettons, parce que je suis la voisine, puis on a toujours été amis, mais je sais que la famille d'origine est réfractaire. Donc, comment est-ce que je peux devenir la porte-parole de cette personne-là vis-à-vis de sa famille? Ce sont différents moyens. Dans le fond, être une personne alliée, c'est être dans l'action, c'est être dans la militance, c'est s'assurer de façon active que la personne a accès à ce dont elle a besoin pour assurer la meilleure qualité de vie possible. Quand on parle d'être une personne alliée, on est dans l'action. On est dans l'engagement et dans la défense des droits, la protection des droits, on anticipe quels pourraient être les besoins et les enjeux, on est à l'écoute, on continue d'apprendre constamment pour adapter nos interactions selon les besoins qui sont observés. Et aussi, bien sûr, là, je parle de tendances qui sont observées, dont on parle dans les écrits, mais une personne, ce n'est pas le reflet d'une tendance, c'est un être humain. Donc, oui, on tient compte des tendances, puis on s'informe pour pouvoir adapter ses interventions aux besoins, mais on va toujours intervenir ou soutenir la personne en tenant compte de son individualité. Donc, c'est considérer à la fois les obstacles vécus par son groupe social, par cette personne-là faisant partie d'un groupe social marginalisé, mais c'est aussi tenir compte de ses besoins en tant qu'individu. Une personne qui décide d'entreprendre un coming in, c'est pas à nous comme personne proche aidante de lui dire que c'est pas une bonne idée. Donc, on peut au contraire l'accompagner. OK, mais comment est-ce que tu peux vivre ça dans le respect de ton authenticité, de ta dignité? Est-ce qu'il y a des personnes ou des milieux où tu peux continuer de vivre ton authenticité? Et peut-être que dans certains milieux, ben OK, on y va de l'avant avec le coming in. Donc, c'est de respecter les choix de la personne, puis d'être à l'écoute de ses raisonnements pour pouvoir l'appuyer en considération de ses besoins et de ses choix. Alors, l'idée d'être une personne aidante alliée, c'est vraiment d'être dans l'action. Et je pense que vous avez donné
quelques exemples, mais je me demande s'il y a d'autres exemples, comme de quoi ça a l'air. Qu'est-ce qu'on peut dire ou faire dans certains exemples pour vraiment mettre en œuvre, devenir comme une personne aidante alliée? Peut-être dans l'exemple de la personne avec des pertes cognitives et qui pourrait faire des dévoilements dans des situations sans réfléchir si c'est une situation sécuritaire, par exemple. Ben déjà, comme j'ai suggéré, de s'engager à servir de mémoire identitaire pour la personne quand elle va perdre sa mémoire. On peut intervenir ou du moins attirer l'attention des milieux à l'importance de suivre des formations ou des ateliers de sensibilisation en ce qui concerne les approches interventionnelles à privilégier auprès des personnes arc-en-ciel. Donc, de trouver mettons, dans sa recherche d'un centre d'hébergement, participer à la recherche, aller visiter, faire des appels, demander est-ce que c'est un endroit sécuritaire pour les personnes arc-en-ciel, est-ce qu'il y a d'autres bénéficiaires qui font partie des communautés de SLGBTQIA+, au sein de votre établissement, est-ce que vous avez du personnel qui parle français, parce que ça aussi, là, c'est un enjeu. Donc, c'est de vérifier quels sont les milieux sécuritaires, de recommander des activités de sensibilisation ou de formation pour les membres du personnel si c'est nécessaire. Mettons qu'on accompagne la personne à un rendez-vous médical, on peut soi-même se présenter en nommant nos pronoms pour inciter la personne professionnelle à nommer ses pronoms et permettre à la personne de nommer ses pronoms également. Donc, tu sais, c'est dans le... Est-ce qu'on présente des films dans le centre de réhabilitation? Okay? La personne est dans un centre de réhabilitation, puis on lui apporte un soutien continu. Est-ce qu'on présente des films systématiquement hétéronormatifs? Donc, on peut recommander, ben voici une liste de films à thématique arc-en-ciel qui pourraient intéresser le public, comme les bénéficiaires de ce milieu spécifique. Donc, de fournir des ressources, des ressources matérielles, des ressources physiques, comme des films, des livres, des dépliants dans les espaces, de travailler avec les milieux pour les inciter à devenir de plus en plus inclusifs de leurs bénéficiaires arc-en-ciel, comme j'ai dit, par des formations ou du matériel qui fait que la diversité est visible. Un tableau de l'inclusion avec toutes sortes de drapeaux puis toutes sortes de symboles pour montrer que tout le monde est... Nous sommes tous les bienvenus ici. Donc, des interventions comme ça, c'est de préparer les intervenantes et les intervenants professionnels, de vérifier d'avance, est-ce que c'est une personne qui est informée, qui est outillée, est-ce que c'est une personne qui va respecter la personne que j'accompagne, qui va affirmer son identité. Sinon, quelles sont d'autres ressources qu'on pourrait lui proposer? Donc, ce sont des exemples d'actions concrètes que l'on peut poser, mais il y en a plein d'autres. C'est ça, le plus on se renseigne, le plus on a des idées et le plus on est en mesure d'adapter nos actions. Super. Alors, un autre thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est dans des situations où la prestation de soins implique des soins physiques. Alors, comment est-ce que les personnes aidantes devraient-elles soutenir efficacement leurs proches lorsque la prestation de soins implique des soins physiques? Dans un premier temps, on demande à la personne comment veux-tu nommer les parties de ton corps? Parce que pour une femme trans qui a encore les organes génitaux de sexe mâle, cette personne-là n'utilise peut-être pas le mot pénis. Peut-être qu'elle utilise un euphémisme ou un mot, ben c'est ça, un euphémisme pour parler de ses organes sexuels. Donc, c'est de demander, parce que dans les soins physiques, il peut y avoir, on peut laver la personne, on peut se retrouver à nommer des parties du corps. Donc, comment est-ce qu'on nomme ces parties du corps-là dans le respect de la personne? On demande à la personne quel est le vocabulaire que tu aimerais privilégier.
Et bon, là, quand c'est demander à la personne d'avance comment est-ce que tu veux que j'aborde les soins corporels. De manière générale, on va toujours nommer ce que l'on fait avant de le faire. Donc là, je propose qu'on te lave. Est-ce que c'est un bon moment pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, à s'assurer que la personne se sent quand même en état de vivre cette interaction-là, si c'est vulnérabilisant pour elle. Et là, c'est de dire, OK, ben là, on va retirer tes vêtements. Est-ce que tu veux le faire toi-même ou est-ce que tu veux que je t'aide? Comment est-ce que tu aimerais que je t'aide? OK. Là, on va t'asseoir dans le bain ou on va te mettre debout. En tout cas, puis offrir autant que possible des choix à la personne pour qu'elle puisse exercer son pouvoir. Est-ce que tu préfères qu'on commence avec ton dos? Est-ce que tu aimerais mieux qu'on commence avec tes bras? Ça, c'est une conversation qu'on peut avoir au tout début pour dire, OK, ben à partir de maintenant, moi, je vais prodiguer les soins physiques selon notre entente, ou on peut s'entendre pour dire qu'on va poser ces questions-là à chaque fois pour vérifier, comme, même si c'est juste sortir la personne de son lit. OK, ben là, je vais toucher ta jambe gauche, je vais faire tel mouvement. Convenir aussi de si je te fais mal, c'est important que tu me le dises. La communication ouverte, elle est importante. De nommer le fait que je reconnais que tu es l'experte ou l'expert de ton corps. Moi, je suis ici pour faciliter les soins de ton corps. Je compte sur ton expertise afin de pouvoir adapter les soins dans le respect de tes besoins et de tes limites. Peut-être qu'une première fois, il y a des parties du corps qu'on ne lavera pas. Puis, selon les indications médicales, selon ça fait combien de temps depuis qu'elle s'est lavée, ben, peut-être on accepte, peut-être que c'est acceptable, que ça se négocie. Selon le vécu de la personne, elle pourrait ne pas être à l'aise d'être mise dans certaines positions. Donc, c'est de vérifier est-ce qu'il y a des positions avec lesquelles tu n'es pas à l'aise, est-ce qu'il y a des touchés avec lesquels tu n'es pas à l'aise. Quand tout ce qui se rapporte à la vulnérabilité de la personne, on va parler doucement, on va être patiente et patient dans notre approche. On ne se presse pas, on prend son temps. Donc, il y a tout ça. Puis c'est ça, comme, quand on pose des questions comme est-ce qu'il y a des choses que tu veux absolument que je ne fasse pas? Ou est-ce qu'il y a des mots qui sont des sources de déclenchement pour toi, qui sont triggering, pour ne pas utiliser ces mots-là? Donc, c'est ça, c'est de recourir à l'expertise de la personne pour qu'elle puisse nous dire comment on peut lui offrir les soins dans le respect de ses besoins et de ses limites. Puis ce sont deux mots-clés, les besoins et les limites de la personne. À travers l'Ontario, des jeunes personnes sont aux prises avec le stress de l'école, du travail et de la vie en général, tout en s'occupant d'un proche. Si cela te ressemble, rejoins d'autres personnes comme toi sur le site Jeunes aidants naturels branchés de l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Le site offre des forums de discussion confidentiels, du clavardage en direct et partage des témoignages d'autres jeunes aidants naturels. Brise la solitude et viens joindre notre communauté sur youngcaregiversconnect.ca/fr. Revenons maintenant à notre épisode. Alors, oui, donc dans la dernière partie de la conversation, vous avez mentionné comme les mots-clés de respecter les besoins et les limites de la personne. Il y avait aussi d'autres mots-clés que vous avez soulignés lors de nos conversations préliminaires à cette entrevue. Donc, je voulais parler un peu de l'importance de la dignité, de la sécurité et de l'appartenance comme principes fondamentaux lorsqu'on soutient quelqu'un ayant une identité arc-en-ciel. Alors, quelles actions une personne aidante peut-elle entreprendre pour assurer la dignité, la sécurité et l'appartenance de la personne qu'elle soutient? Ben, dans un premier temps, de reconnaître que l'égalité et la sécurité sont des droits reconnus en Ontario et au Canada. Quand on parle du droit à l'égalité, on parle de la reconnaissance de la dignité et de non-discrimination.
Donc, en termes d'action concrète, c'est d'assurer que les droits de la personne sont respectés. À noter aussi qu'en Ontario, on a le droit à la santé, à des services de santé. Donc, assurer que la personne a accès à des soins de santé en français, par exemple, ça fait partie d'une action concrète. Mais c'est quand on observe les interactions de la personne avec ses milieux de vie, avec les autres personnes faisant partie de son réseau, est-ce qu'on observe qu'il y a une atteinte à sa dignité? Est-ce qu'on observe que cette personne est victime de discrimination, que sa sécurité est compromise ou est à risque d'être compromise? Et si oui, on intervient. Donc, il y a réagir quand il y a une situation qui se produit. On ne laisse pas les choses se produire et on retire la personne de l'interaction qui lui est nuisible, voire préjudiciable, c'est-à-dire qui porte atteinte à ses droits. Et on fait tout ce que l'on peut pour prévenir que cette atteinte-là se produise, en vérifiant auprès de ses interlocutrices, de ses interlocuteurs principaux, si ce sont des personnes qui reconnaissent et affirment son identité, si ce sont des personnes qui sont engagées envers la protection de ses droits, si ce sont des personnes bienveillantes, etc. Quelles sont les valeurs du milieu? Est-ce que mettons dans un centre d'hébergement, quelles sont les valeurs du centre d'hébergement? Et selon nos observations, est-ce que le personnel se comporte conformément aux valeurs? Donc, si on choisit un établissement en raison de ses valeurs, mais que les comportements ne s'alignent pas avec les valeurs, à ce moment-là, on peut intervenir auprès de l'établissement. On peut soumettre une plainte et exiger qu'il y ait des réparations. Sinon, est-ce qu'on trouve un autre lieu pour la personne? Mais tu sais, il y a des suggestions que j'aimais qui sont possibles dans des circonstances idéales. Il y a des communautés où il y en a juste un centre d'hébergement pour personnes aînées francophones. Fait que tu n'as pas la possibilité de la sortir puis de la mettre dans un autre lieu francophone. À ce moment-là, c'est de militer au nom de la personne ou à côté de la personne, si la personne a encore la capacité de revendiquer pour elle-même, de militer auprès du milieu, pour assurer que la personne soit en sécurité. Donc, c'est ça, c'est dans la militance. En ce qui concerne l'appartenance, en fait, on parle de dignité, c'est lié de près aux besoins humains d'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est ton sentiment de valeur. Et en tant qu'être humain, on a besoin de sentir qu'on a de la valeur. Donc, c'est d'interagir avec la personne pour valider sa valeur en tant que personne, pour qu'elle lui trouver des occasions pour qu'elle se sente utile, pour qu'elle se sente entendue et considérée. La question de sécurité rejoint le besoin de confiance, de confiance en soi et de confiance envers les autres. Donc, encore une fois, c'est de renforcer les capacités de la personne à s'affirmer. Donc, on peut faire des mises en situation. Mettons que la personne nous rapporte que il y a telle infirmière qui est venue me laver, puis elle m'a touchée sans me demander, puis là, ça m'a rappelé telle affaire, puis j'ai été déclenchée. OK. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais dire? Là, je sais pas, c'est l'infirmière, je veux pas, tu sais, elle sait comment faire son travail, oui. Elle est l'experte de son domaine. Tu es la personne experte de toi-même. Donc, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Si la personne n'a pas les mots, on peut dire, c'est pas qu'est-ce que tu aurais dû dire, mais c'est à l'avenir, qu'est-ce que tu pourrais dire pour communiquer ton besoin, ta limite? Parce que tes besoins et tes limites sont légitimes et méritent d'être entendus et considérés. Donc, si la personne n'a pas d'idée, on peut lui fournir des exemples, comme on peut demander à la personne, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? J'aimerais qu'on discute avant de poursuivre. Puis là, pratiquer avec la personne de dire ça. Ça, c'est une pratique d'affirmation. Puis là, moi, ça me met mal à l'aise quand on me touche sans me prévenir d'abord.
Donc, de nommer qu'est-ce que je vis, puis là, de faire une demande concrète. À partir de maintenant, est-ce que tu peux m'indiquer où tu vas me toucher avant de le faire et je vais pouvoir t'exprimer si oui ou non je suis à l'aise avec ça. Donc, de travailler avec la personne pour développer ses capacités d'affirmation. Et l'appartenance est aussi un besoin fondamental chez l'être humain. Parce que c'est parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de connexion. Donc, comme je le disais tantôt, c'est de lui trouver une communauté d'appartenance si la personne n'a pas cette communauté-là. Si elle a un réseau, mais que, tu sais, je veux pas les. Tu sais, mettons que la personne a des enfants, des petits-enfants, puis que ces gens-là respectent et affirment son identité. Mais elle se dit, tu sais, je veux pas les déranger, ils sont occupés, ils ont bien des affaires à faire, non, non, non. OK. Donc, c'est de voir. De voir avec elle, OK, mais tu sais, peut-être que la prochaine fois que tu vas voir ton enfant ou tes enfants, ben, vous pourriez peut-être prévoir un calendrier d'activités. Comme ça, au moins une fois par semaine, ben, tu aurais l'occasion de voir tes enfants puis tes petits-enfants. Et aussi sensibiliser le réseau. S'il y a un réseau, de sensibiliser le réseau fait que, écoute, elle va pas venir vers toi ou il ne va pas venir vers toi, elle ne va pas venir vers toi parce il y a une crainte de déranger étant donné l'horaire chargé. Si la personne n'a pas de réseau, que ce soit un réseau social ou un réseau familial, c'est de voir est-ce qu'il y a des activités dans la communauté. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore affiliées à une communauté religieuse? Donc, comment est-ce qu'on peut faciliter son déplacement pour qu'elle puisse assister aux célébrations? Sinon, ça peut être un club de lecture si la personne a encore sa vue et des capacités cognitives pour lire et comprendre la lecture. Ça peut être un groupe d'activités sociales, des jeux de cartes, des jeux de d'or, des jeux de... peu importe. Et d'encourager la personne à y accéder. Parce que une chose que j'ai observée, en tout cas, chez mon père, le plus il se sentait isolé, le moins il était porté à sortir de son isolement. Fait que c'était comme lui rappeler constamment qu'il y a telle ressource, il y a telle personne, nous on est là, tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer des textos, puis de soi-même prendre l'initiative de communiquer plus régulièrement avec la personne quand on constate qu'elle n'est pas portée à le faire. Donc, tu sais, de s'investir envers les besoins d'estime de soi, de confiance et d'appartenance de la personne en considération des ressources autour d'elle. Et tout ça, c'est dans l'interaction et dans les actions prises pour favoriser d'autres interactions positives pour la personne. Merci. Je pense que ce sont vraiment des stratégies utiles et importantes pour ouais, assurer la sécurité, l'appartenance et la dignité. Donc, avez-vous un dernier conseil à partager avec les personnes aidantes naturelles qui prennent soin d'une personne appartenant à la communauté de LGBTQIA+? Oui. Si on parle des aînés arc-en-ciel, on peut estimer que la plupart ont un vécu traumatique, ont vécu des expériences de traumatisme, de rejet, d'ostracisme en lien avec les préjugés environnants projetés sur son identité. Et cette sensibilité-là permet d'éviter les retraumatismes, permet de comprendre qu'il y a certaines réactions qui vont être le reflet de son vécu traumatique et non pas de l'interaction dans l'ici maintenant. Donc, c'est de répondre avec empathie et compassion quand une personne manifeste des réactions qui peuvent sembler démesurées. Et je dis bien qu'ils peuvent sembler démesurées parce qu'on ne peut pas non plus émettre un jugement sur la réaction de la personne. Donc, c'est de tenir compte du fait qu'une personne qui a un vécu traumatique peut avoir des réactions qu'on a de la difficulté à comprendre dans l'ici maintenant, mais quand on est sensible au fait que les personnes appartenant à des groupes marginalisés sont susceptibles d'avoir éprouvé des traumatismes préalables, on peut à ce moment-là adapter
nos propres réponses à ces réactions-là. Et puis, ben, dans une optique comparable, on parle, quand on parle des groupes minorisés, on parle souvent du stress minoritaire. Donc, c'est justement le fait d'avoir, en tant que membre d'un groupe social donné, on a vécu des expériences, on sait qu'on est à risque de préjugés, de préjudices. On sait que on n'est peut-être pas en sécurité dans tel milieu ou dans tel autre, ce qui fait qu'on devient hyper vigilante ou hyper vigilant et ça augmente la charge mentale que l'on porte en permanence dans nos interactions. Les groupes majoritaires ne vivent pas cette expérience-là, donc c'est d'être conscientisé à ces réalités-là afin de mieux comprendre la personne et ses réactions en tenant compte de toutes ses identités, de la personne dans sa globalité. Donc, j'entends que vraiment être une personne aidante alliée, c'est faire preuve de beaucoup d'empathie, de toujours être en apprentissage et en réflexion. Et puis, c'est vraiment un rôle en action et de militantisme aussi. Exact. C'est de connaître et comprendre les systèmes d'oppression et de privilèges, de comprendre que les difficultés personnelles vécues par des individus appartenant à un groupe marginalisé sont souvent le reflet de problèmes systémiques et non pas d'un problème individuel, de s'indigner devant les injustices vécues, comme vous l'avez dit, de toujours apprendre, de se remettre en question, d'agir, d'intervenir, de militer, de revendiquer. Oui, donc c'est effectivement, c'est d'être dans la réflexion, dans l'apprentissage et dans l'action continue. Peut-être une dernière question là-dessus. Donc, on sait que la majorité des personnes aidantes naturelles éprouvent un épuisement dans ce rôle et ont souvent de la difficulté à trouver l'énergie pour prendre soin de soi-même ou de pouvoir concilier toutes les responsabilités qu'elles ont à concilier. Comment faites-vous pour trouver cette énergie euh, pour, euh, pour faire cela et puis aussi avec cet aspect de militantisme et d'apprentissage continu? Bon, ben déjà, on ne peut pas veiller au bien-être des autres si on vit soi-même une situation de mal-être. Donc, on doit prendre soin de soi d'abord afin de pouvoir prendre soin des autres. Si je reviens en arrière, quand j'accompagnais mon père, puis je faisais des allers-retours Québec-Ottawa constamment parce que je donnais un cours à Ottawa, puis je travaillais chez Franco Queer, ça devient étourdissant. C'est vrai que ça devient étourdissant. Et c'est facile de se mettre de côté pour le mieux-être d'une personne que l'on aime, surtout si on sent que elle pourrait ne plus être là demain. Donc, je vais-tu prendre le temps de parler à mon psy ou je vais aller la voir parce que peut-être qu'elle ne sera pas là demain. Comme il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de considérations, puis on a tellement de pensées culpabilisantes comme être humain qui s'interposent. Donc, ce qui te fait du bien, fais-le. Si c'est de l'exercice, essaye de te prévoir du temps pour faire de l'exercice. Si c'est le dessin ou la photo, essaie de te bloquer du temps pour ça. De te garder du temps pour dormir, même si ça veut dire que tu vas dormir toute une journée un samedi. C'est pas de la paresse, c'est de la fatigue accumulée. Et si on ne prend pas le temps de se reposer, on va péter aux frettes, puis on ne pourra plus continuer à soutenir la personne. Si c'est l'écriture, ben on se donne du temps pour écrire. Si c'est le cinéma, on va au cinéma. On entretient nos relations. Donc, de pas... Parce que si le centre de notre univers, c'est la personne que l'on aide et que cette personne décède,
le choc est brutal. En tout cas, je tiens pour acquis que le choc doit être brutal. Moi, je vis la perte de mon père, je ressens son absence en permanence. Ça crée un vide dans ma vie, le vide de la place qu'il occupait, mais il y a plein d'autres personnes autour de moi. Donc, c'est pas un vide absolu. C'est pas un vide existentiel. J'ai pas perdu le sens de ma vie parce que mon père est décédé. Donc, tu sais, de ne pas réduire son existence à l'accompagnement de l'autre. On est comme de continuer à s'investir envers ses propres intérêts, ses besoins, tenir compte de ses propres limites, puis de ses intérêts, de ses passions, et continuer à meubler sa vie autour de l'accompagnement que l'on offre à la personne pour ne pas s'effacer. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et merci beaucoup à vous, les auditeurs, de votre écoute aujourd'hui. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Pour en savoir plus sur les soutiens disponibles aux personnes aidantes naturelles, visitez notre site web ontariocaregiver.ca/fr. De la part de l'équipe C'est le temps de parler à Losano, je vous souhaite une très bonne journée.